Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut! Bon, on espère que vous allez bien. C'est parti pour une vidéo qui nous a été réclamée et franchement, ça a été dingue. Dans les messages Instagram, on s'est fait harceler à partir du moment où tu as dit que tu allais faire justement ton analyse ApoE, tu allais faire tes tests au labo. Et franchement, il n'y a presque pas une journée où tu ne reçois pas un DM sur Insta. Alors, les résultats, c'est quoi? Dis-nous tout. C'est incroyable comme ça, cet engouement. Ouais, parce que il y a quand même pas mal de choses qui sont faites actuellement sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, etc. Hein. Il y a pas mal de personnes qui se sont lancées dans les recherches de génotypes. Je trouve que c'est quand même intéressant. Bon, on en est au tout début, hein. C'est pour ça que pour l'instant, dans cette causerie, on va pas se mouiller et donner des affirmations en disant voilà c'est comme ça. Je suis sûre que si on écoute cette causerie dans un an, il y aura des nouvelles découvertes qui sont faites et peut-être tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça sera aussi- c'était plutôt ça. Bon, il y a des grandes lignes qui, je pense, là-dessus, on est OK parce que il y a quand même pas mal de choses qui sont faites maintenant sur PubMed. J'ai été regarder énormément d'articles, énormément de choses, et j'ai pas mal suivi aussi les travaux du docteur Georges Mouton. J'ai aussi pris son livre pour en savoir un petit peu plus. Même lui, de toute façon, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ses interviews, mais même lui, il dit que ce qu'il dit aujourd'hui, il n'est pas sûr que ce soit encore valable dans quelques mois, voire années. Vu à la vitesse où les choses évoluent, ne serait-ce qu'avec ChatGPT, par exemple, hein, on est en train de voir que ChatGPT évolue de un point de QI tous les mois. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme. Donc je pense qu'on est au tout début de découvrir plein de choses sur l'être humain et son fonctionnement. Donc là, pour l'instant, on va essayer de discuter tranquillement de ces APOE et de ce qu'on peut en retirer aujourd'hui à l'instant T et de ce que moi aussi, par expérience et puis à force d'avoir accompagné des personnes, d'avoir analysé leur profil, parce qu'on a été au tout début de tout ça à parler du profilage, essayer de trouver en fait une alimentation qui était plus ou moins adaptée. Déjà à l'époque, on trouvait qu'il y avait des gens qui tournaient mieux sur un peu plus de lipides et d'autres personnes qui tournaient mieux sur un peu plus de glucides. Et ça s'est confirmé et avéré en fait avec ces tests ApoE, puisque finalement les ApoE, il y en a trois aujourd'hui. Enfin, il y a 3 grands types et après il y a des sous-types, hein, parce on n'est pas forcément 100% un ApoE. On peut être un peu un mélange de 2 et donc on en définit aussi, grâce à ces ApoE, si on tourne un petit peu plus aux lipides ou un petit peu plus aux glucides. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que le test ApoE? Alors c'est un test, génétique, en fait, qui est fait dans un laboratoire d'analyse et c'est l'expression de vos gènes, en fait, hein, tout simplement. Ce sont des allèles. Et à partir de là, on va pouvoir définir en fait de quel type vous êtes. Et en général, bah, c'est comme le groupe sanguin en fait, hein. Quand on est d'un groupe sanguin, ça ne change pas. Si vous êtes du groupe A, B ou O ou AB, vous le serez toute votre vie. Et là, c'est pareil avec les gènes. Une fois que vous avez fait tester votre gène et que vous connaissez votre gène, bah, il ne changera pas. Voilà. Et de là, en fait, on peut en déterminer comment on va transporter en fait le cholestérol, comment aussi certaines choses vont être faites au niveau cérébral, réparation cellulaire, enfin, et on peut avoir aussi des maladies, des prédispositions à certaines maladies en fonction des ApoE. Voilà, il y a des personnes qui redoutent d'être un certain type d'ApoE parce que c'est des personnes qui vont être beaucoup plus sujettes à avoir soit des maladies cardiaques, soit des maladies dégénératives comme Alzheimer. Ok, donc roulement de tambour, t'as eu quoi toi comme résultat? C'est quoi Qu'est-ce comme que j'ai ApoE? eu au résultat du loto? Pour eux. Alors, avant de vous dire mon APOE, j'avais fait un petit peu comment dire, des pronostics. Parce que je me suis dit, en lisant les APOE et certains types, il y en a un où je me retrouvais pas du tout. Parce qu'en fait, moi, en ayant déjà testé le régime cétogène, je pouvais complètement éliminer l'ApoE2.
Ça, c'était sûr pour moi. J'étais pas ApoE2, c'était pas possible en fait que le test revienne en E2. Et quand même, quelque part, par rapport aussi à ma tolérance aux glucides, qui n'est pas aussi haute que la tienne, je vois bien que je ne peux pas manger autant de glucides. Et surtout, par exemple, si demain j'arrête de faire du sport, faudrait que je baisse drastiquement mes glucides. Aujourd'hui, je peux en manger beaucoup, entre guillemets, parce que j'ai une activité physique qui est très intense. Je fais beaucoup de cardio, de pas, de muscu. Donc, on va dire que grâce à ça, je peux avoir une consommation de glucides qui est dans la norme. Mais si je faisais pas tout ça, c'est sûr que je mangerais quand même beaucoup moins de glucides. Et du coup, j'avais un petit peu aussi éliminé le E4 dans ma tête parce que je me suis dit: «Celui-là, il peut quand même manger un peu plus de glucides que les autres». Donc je me retrouvais, on va dire, un peu dans celui du milieu. Et donc mon résultat est bien ApoE3 3. On peut être plusieurs, types, mais je suis du 3-3. Alors l'ApoE3, c'est le plus courant, en fait, dans la population. Ouais, c'est le plus courant, c'est ce que tu me disais. En Europe, par exemple, c'est quoi les proportions? Ah, en Europe, 8% de personnes sont E2, 78% des personnes sont E3 et 14% des personnes sont E4. Alors après, je ne sais pas sur quoi ils se basent, parce qu'on n'est pas beaucoup, en fait, à avoir fait ces tests. Mais on va dire, c'est un peu comme les groupes sanguins, tu vois. Le groupe O, c'est celui qui est le plus répandu dans la population. Tu peux nous faire justement un petit point sur les singularités, t'en as un peu parlé là tout à l'heure avec les régimes cétogènes et tout ça. Dis-nous-en un peu plus. C'est quoi la singularité du APO3 et du APO2 et du APO4? Alors, le E3, enfin, moi, comme je suis E3, je me suis un petit peu intéressée à surtout mon profil. On va dire le E3, c'est un peu celui qui est au milieu et qui va avoir une bonne flexibilité métabolique. Tu vois, et c'est, si tu veux, un profil où il va falloir personnaliser en fonction du contexte, en fonction de la personne, si elle est très active, si elle a beaucoup de stress, si elle a une glycémie qui est très élevée, un HOMA qui est élevé. Euh, donc tout ça, en fait, il va falloir l'adapter. C'est pas vraiment un régime alimentaire qui va être fixe et on va dire il faut manger tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides. Une personne qui va avoir, par exemple, beaucoup plus de mal avec le sucre de manière générale, qui va avoir une glycémie qui est très instable, elle sera mieux avec des IG bas, par exemple, avec un régime type méditerranéen, avec des bonnes graisses, des oméga 3, des monoinsaturés, huile d'olive, avocat, oméga 3 issus des poissons, des graines de lin ou des graines de chia. Mais elles doivent limiter les graisses saturées, tu vois, par exemple. Moi, c'est mon cas. Je vois bien que les graisses saturées, je les tolère pas en très très grande quantité. Alors, il y en a certains qui peuvent en manger, mais encore une fois, ça dépend aussi s'il y a un profil inflammatoire. Et pour les personnes qui sont un peu résistantes à l'insuline, les graisses saturées et les IG élevés, on va éviter, tu vois. Ouais, ça fera pas bon ménage. Ok, et pour le ApoE2, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, le E2, moi, là, ce que je vais vous lire, c'est surtout ce que j'ai dans le livre de Mouton et les recherches que j'en ai fait à droite à gauche. On va dire, en gros, le E2, dites-vous, c'est pas beaucoup, hein, c'est 8% de la 8% population, en hein. Europe. Voilà. Donc, c'est ceux qui pourront tolérer un régime cétogène. On ne dit pas que c'est des profils qui vont être kéto. Parce que même dans son bouquin, il n'est pas pour le pro-cétogène. Donc là, en effet, c'est des profils qui vont pouvoir tolérer un petit peu plus de graisse par rapport aux E4 qui métabolisent très mal les graisses. Les E2, c'est ceux qui vont métaboliser le mieux les graisses. Donc c'est ceux qui auront le moins de problèmes à faire des régimes cétogènes et qui se prendront pas le mur, tu vois, qui vont pouvoir le faire longtemps sans avoir trop de soucis. Donc eux, la plupart en fait vont être bien avec ça. Ils ont une allèle qui les protège au niveau cardiaque et neurologique. Et donc ça augmente aussi leur espérance de vie et ils ont un taux de cholestérol qui est
bas, voire trop bas. Donc ceux-là, c'est sûr que si tu leur fais manger un peu plus de jaune d'œuf ou de choses comme ça, tu vois, c'est un peu les gens qui vont dire, mais attendez, les jaunes d'œuf, allez-y, vous pouvez y aller, etc. Parce que c'est des personnes qui ont un taux de cholestérol de base qui est bas. Donc ils n'auront pas de problème en fait. Et c'est tous ces gens qui vous diront que le beurre, il n'y a pas de souci. Et à l'inverse, les E4, ils vous diront l'inverse. Ils vous diront, mais attendez, surtout pas de graisse saturée, c'est la catastrophe, ça vous bouche les artères, etc. Donc c'est pour ça, on peut mieux comprendre aussi pourquoi il y a autant de débats sur les graisses saturées, pourquoi il y a autant de personnes qui les diabolisent, qu'il y a des personnes qui vont les mettre sur un piédestal. Tu comprends aussi pourquoi il y a cette guéguerre? Ouais, ouais. Ok. Donc là, c'était pour le ApoE2. Tu as fait le tour. Ouais, le E2, c'est les champions vraiment en la matière pour Qui les peuvent graisses en fait. qui peuvent le plus en consommer et qui ont Voilà. finalement une bonne capacité à les métaboliser Oui, et d'ailleurs, il explique bien dans son bouquin, il dit en fait, les E2 peuvent perdre du poids en mangeant du gras. en mangeant du gras, et au contraire, les E4 perdent du poids en limitant les graisses. Hmm. Tu vois? Donc en fait, Ouais. c'est pour ça qu'il y a cette guéguerre aussi entre, le gras fait grossir, non, le gras fait maigrir, tu vois? Ouais. Et que moi finalement je suis un peu entre les 2 parce que moi j'en consomme juste la bonne quantité, tu vois? J'ai jamais été, hyper, hyper bas en lipides ou hyper haute en lipides. Moi je suis un peu, tu vois? Moi je suis 1 gramme par lipide par kilo, et ça me suffit largement. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont pouvoir en manger, 90, 100 grammes, 120 grammes ou toi, tu manges quand même pas mal aussi. Toi, pour l'instant, on a un point d'interrogation, on ne sait pas encore si tu vas te tester ou pas. Hem et après, tu as des personnes, qui vont être très, très bas en lipides et qui vont très bien le vivre, tu vois? Et du coup, pour la l'ApoE4, tu as des recommandations? Alors, l'ApoE4, lui, ils doivent absolument éviter, en fait, les graisses saturées parce que chez eux, ça va pas du tout et au contraire, ils ont une meilleure tolérance aux glucides, en fait. Ils Hmm. peuvent, en fait, manger un petit peu plus d'hydrates de carbone. Donc je dirais, en gros, si on devait faire une échelle, ApoE4, un peu plus de glucides, et des lipides, mais que sous forme, non saturée. Et là, après, il y en a certains qui font le raccourci et qui disent: «Ah ben les ApoE 4 ils sont végétariens». Non, pas forcément. C'est pas parce que, on doit pas manger de graisse saturée qu'on doit être végétarien. On peut manger de la viande blanche, on peut manger du poisson, il y a aucun problème. En fait, les ApoE4, sont très bien, en fait, avec des protéines animales, mais il faut qu'elles soient maigres ou alors, du poisson gras parce que c'est des oméga 3 et ça posera aucun problème pour ces profils-là. Mais ils peuvent manger, quand même un petit peu plus de glucides, voilà et eux, ils peuvent manger, des produits d'origine animale, ils peuvent faire du 50-50, tu vois? Protéines animales, protéines végétales, ça leur va très bien. Après les ApoE3, on va être un petit peu au milieu, donc on va être équilibré, au niveau des graisses et au niveau des glucides et on va dire qu'on va augmenter un petit peu plus les glucides si la personne elle fait une activité physique intense. Donc, on pourra presque être E3, E4 à l'équivalence si un E3 fait beaucoup de sport, par exemple, tu vois? Et après, en dernier, on va avoir les E2, qui eux doivent manger quand même, beaucoup moins de glucides que tous les autres, mais ils peuvent manger plus de lipides et une partie des lipides peut être des graisses saturées. Je dis pas qu'ils doivent manger 100 de leurs lipides sous forme de graisses saturées, attention, c'est pas ce que j'ai dit parce que c'est pas bon non plus, hein. Donc voilà, est-ce que c'est clair? Moi, ça tout ce que je vous dis là, c'est dans le livre du docteur Mouton, d'accord? Ouais, ouais. C'est sa, vérité à lui Son du moment. interprétation, au final. Ouais. Son interprétation, parce qu'aujourd'hui l'interprétation, on l'a comment? Bah, par rapport aux gens qui l'accompagnent, en fait. Tu vois? Hmm. Par rapport aux réactions, par rapport aussi à certains travaux qui ont été faits sur PubMed. Donc voilà, après on sait pas finalement, la personne, peut-être, qui est E4 et qui a des problèmes, d'insuline et cetera, est-ce qu'on va lui donner autant de glucides? Est-ce qu'elle les tolérera? Est-ce que la personne qui a été testée, E2 et on lui dit de pas manger beaucoup de glucides, elle en mange très peu, mais en fait, c'est parce qu'elle avait un indice OMA qui était élevé et du coup, ça lui a fait du bien. Donc, on sait pas, en fait, au final.
Ça, c'est Ouais. l'interprétation que moi j'ai du bouquin du docteur Mouton. À Parce l'instant que T. moi, si tu veux, pour préparer un peu la causerie, j'avais regardé et justement, il y avait d'autres sources, d'autres théories par rapport à Apollo 4, justement, où ils expliquaient que le fait de favoriser les glucides et de manger plus de glucides sur un profil justement qui avait des prédispositions par rapport à la maladie d'Alzheimer, avait plus de risques de résistance à l'insuline, d'inflammation chronique, de troubles cognitifs et métaboliques avec une alimentation riche en glucides. Et du coup, fallait y aller mollo dessus. Ouais, mais alors après, il faut aussi voir quel type de glucides. Parce que est-ce que, en effet, le sucre chez ces personnes-là peut engendrer ce type de problème? Mm, mm. Mais en tout cas, il y avait une meilleure résilience aux glucides complexes chez, euh, chez les autres ApoE que sur Apollo 4, tu vois. Mm, mm. Bah, moi, c'est pas ce que j'ai dans le livre de Mouton. Alors, donc, tu vois, Ah ouais, c'est si ça qui tu est veux, rigolo. on est vraiment. C'est pour ça que même demain, vous faites votre ApoE, en fait, vous êtes perdu, quoi. Ouais, ouais, Parce c'est les gros que. facteurs limitants de tout ça et il y avait pas mal d'incohérences. Donc, c'est quand même farfelu un petit peu Ouais, mais alors tu comme. vois, au-delà de ça, parce que ça peut aussi nous tromper nos sensations. Parce que, ok, on peut avoir ça, ça reste une pièce du puzzle, on est d'accord, de la personne. Parce que Ouais, c'est bien de savoir ton ApoE, mais si derrière, tu as une glycémie qui va pas du tout, ou une personne qui est très sportive, bah, en fait, sa répartition en macronutriments, elle va changer du tout au tout. Son ApoE, il va passer au second plan, tu vois. Donc c'est bien de le savoir dans un sens, mais dans un autre, je sais pas si c'est bien finalement de le savoir parce que il y a des personnes qui vont se dire ah bah je suis ça, donc je me mets dans telle case et je fais ça, mais qui vont plus écouter leur ressenti. Moi par exemple, tu m'aurais dit je suis E2, jamais je me mettrais dans la case du cétogène en fait parce que j'y arrive pas. Mon corps il me crie par tous les pores que ça va pas. Tu vois ce que je veux justement, te dire? pourquoi tu as fait le test en fait, toi? Ouais, par curiosité, parce que je voulais vraiment savoir si ça correspondait à mes ressentis, à moi, tu vois, Hmm. profond. Parce que ça fait des années que je m'écoute et ça fait des années que je fais plein de tests avec l'alimentation, que j'essaye un petit peu plein de types d'alimentation. Bon, même si après, bah, là, j'ai trouvé mon équilibre et ma vitesse de croisière et ce qui me va bien. Mais j'ai réussi quand même à analyser que les graisses saturées me vont pas du tout, me font du mal. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui souvent qui me disent, mais pourquoi tu utilises que les blancs d'œufs? Pourquoi tu utilises pas les jaunes d'œufs? Bah, parce qu'en fait, je les digère pas, ça me pose plein de problèmes. Et moi, j'ai déjà analysé en fait tout ce qui va pas chez moi. Quand je mange ça, ça me fait ça. Quand je mange ça, ça me fait ça. Par exemple, tu vois, je vois bien que je suis pas adaptée à manger certains glucides. Moi, le riz blanc, la farine de riz ou les trucs comme ça me fatigue en fait. Tu vois, j'ai pas d'énergie avec ce truc-là. J'ai trouvé les céréales qui me vont bien. Donc, je pense que j'ai un peu une intolérance un petit peu à certains glucides ou en certaines quantités. Je peux pas dépasser non plus, tu vois. Et c'est pareil, hein, je vais faire du fat si je dépasse mes quantités. Hein, je suis pas, je peux pas en manger trop non plus. Et je trouve qu'au final, avec l'activité physique que j'ai, ma consommation de glucides, elle est pas énorme à l'année. Hein. Après, à part quand je fais des prises de masse, où là, c'est particulier. Mais au final, j'ai pas une consommation de glucides qui est si grande que ça par rapport à tout ce que je fais, quoi. Ouais, après, tu fais pas beaucoup de cardio, tu fais de la muscu, c'est pas pareil quand même. Ouais, mais t'as besoin quand même de glucides aussi avec Ah la ouais, muscu, bien hein. sûr. Oui, Non, bien après, sûr, c'est sûr que mais si demain, ça je me tire mettais moins, quoi. à courir beaucoup plus, à faire beaucoup plus de Ah bah, cardio, mais c'est le temps sûr. que tu passes à la salle en full cardio, Ah oui, oui, je mangerai plus de tu vas glucides, ça voir, c'est sûr. regarde, c'est tout bête, mais quand on est parti l'année dernière à la montagne, tu as bien vu que tu as augmenté tes glucides et que tu les tolérais mieux. Bah ouais, on faisait 8 heures de randonnée par jour, Oui, tout à tu fait. vois. Il y a cette Ouais, adaptabilité métabolique qui se fait aussi par l'activité physique. bien sûr. Donc voilà, c'est en gros pour ça que t'as fait ce test, puis aussi peut-être une curiosité professionnelle aussi, Ah oui, non, mais c'est voir sûr. c'est peut-être... ouais. Donc toi, ta réaction, ça a été quoi? Ok, je suis un peu 3, tu t'es dit quoi? Bah, je me suis dit, bon, je suis pas dans les faibles pourcentages, je suis un peu plus dans la norme, en fait, tu vois, dans monsieur, madame, tout le monde, au final, voilà, qui s'alimente, même si nous, on s'alimente de manière différente parce qu'on mange pas de produits transformés et tout ça. Mais quelque part, E3, c'est celui qui est un peu le moins à risque, quoi, hein, Hmm. par rapport au T'é- E4 et t'é- au E2.
Mais du coup, tu étais quand même un peu contente de ne pas être APOE4, non? Parce que bon, tu as quand même toutes les problématiques liées aux maladies neurodégénératives et cardiovasculaires sur cette APOE-là. Alors, le ApoE4, c'est le pire des trois parce qu'en fait, lui, il va avoir un terrain pro-inflammatoire, tu vois. Il va avoir une prédisposition à développer tout ce qui va être maladie cardiovasculaire, neurodégénérative, maladie d'Alzheimer et compagnie, quoi, hein. Donc, c'est pour ça que il peut pas manger trop de graisse saturée. Donc en gros, si je comprends bien, pour expliquer aux gens, le génotype APOE, il va influencer notre manière de métaboliser les graisses, c'est ça? Je pense que c'est vraiment pour moi, le plus gros point. Hmm. Et puis au final, le plus dangereux des trois, comme je te disais, c'est le E4. C'est vraiment celui-là, en fait, qui doit faire très attention à sa consommation de lipides et surtout en graisse saturée. Parce que sinon, il va droit vers du cholestérol, toutes les maladies cardiaques, en fait. Et c'est celui qui a vraiment cette prédisposition à un terrain inflammatoire, hein. Et donc, est-ce qu'il y a des recommandations plus spécifiques pour les APOE3 comme toi? Bah, écoute, moi, franchement, je mettrais un régime type méditerranéen, en fait, Hmm. tu vois, pour des personnes comme moi. Et après, je mangerai essentiellement des graisses monoinsaturées. Et au final, c'est ce que je fais, hein. Regarde, huile d'olive, avocat, oléagineux, c'est ce que je mange toute l'année. Et je vois bien que c'est ce qui me réussit, tu vois. Et je vois bien Hmm. que quand je limite les viandes, les graisses saturées, le beurre, tous ces trucs-là, je vois une grande différence. Donc en gros, un régime méditerranéen anti-inflammatoire et après adapter en fait ses macronutriments à son activité physique et aussi si on a une prédisposition à avoir de l'insulinorésistance. Et dans ces cas-là, baisser quand même ses glucides au profit des lipides, mais dans ces cas-là, des lipides de bonne qualité et monoinsaturés, oméga 3 et pas de graisse saturée. Et si tu avais su ton statut plus tôt, là, parce que là, bon, tu as 45 ans, tu fais ton test, je sais pas, moi, il y a 10 ans, tu aurais changé des choses dans ta diète, dans ta façon de... Ah bah, il y a 10 ans, c'est sûr que je me serais pas lancée dans le cétogène, par exemple. Ouais, Tu vois, rien qu'en ça, c'est sachant ça, une je des la erreurs que regrette. beaucoup de gens font, quoi. Parce que Oh, regarde, celle-là, si tu veux, je la un regrette, hein, un longtemps. pot E3, c'est quand même 80% de la population, Ouais. quasiment. Et des gens qui font le keto en étant un pot E3, il doit y en avoir une flopée, hein. Mm. Ouais, d'autres choses que tu aurais fait ou pas fait en sachant ça? Après, tu vois, là, dans le bouquin de Mouton, il dit que la POE3 est bien sur des régimes assez hauts en lipides, mais en lipides monoinsaturés. Et je trouve que ça ressemble au régime méditerranéen. Le régime méditerranéen est quand même assez riche en lipides Mhm. monoinsaturés, oméga 9. Ouais. Donc il dit d'augmenter les graisses et de diminuer quand même les glucides pour ces profils-là, surtout s'ils ne sont pas actifs et s'ils font pas de sport. Ouais. Tu vois. Et pour certains profils qui sont E3 et qui ont des problèmes d'insuline et de glycémie, ça peut être bien pour eux de faire des petits passages en diète Low keto, carb? mais ou low carb ou keto, mais pas sur du long terme, tu vois. Et il Mhm. insiste bien là-dessus. Et je pense que ça peut être bénéfique, tu vois, pour avoir un effet sur la glycémie et le HOMA pour vraiment réduire cet impact en fait que va avoir les glucides sur l'insuline de ces personnes. Et après, petit à petit, tu vois, remettre des glucides, mais trouver son seuil de glucides, tu vois, de Ouais. pas trop solliciter l'insuline et la glycémie, surtout si on est une personne sédentaire. Ouais, tu vois, moi là, je serais pas trop d'accord. Enfin, oui et non. Une personne, pour moi, qui a des problématiques comme ça va dépendre de son hygiène de vie. Si c'est une personne qui a ces problématiques parce qu'elle mange que du sucre, qu'elle a vraiment une Parfait. alimentation ultra transformée et tout, comme on l'a dit dans une causerie précédente, je pense que ça peut être bien pour faire une espèce de reset et enlever Ouais, carrément. l'appétence pour le sucre, tu vois. Voilà, un low carb, un keto éventuellement, fait de manière thérapeutique, pourquoi pas.
Ça peut être intéressant, mais c'est tout. Et après, revenir à quelque chose de plus équilibré. Mais si c'est déjà quelqu'un qui mange sainement et tout, et qui a juste une alimentation qui n'est pas équilibrée, qui mange peut-être trop de glucides dans son alimentation, qui est saine ou qui fait des petits craquages, des choses comme ça, mais qui a déjà une base saine, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer par cette case trop Mhm. extrême du low carb ou du keto, hein. Je pense que c'est vraiment thérapeutique pour les gens qui sont accros au Ouais, sucre. oui. Allez, tu fais une bonne période, là, tu charges bien niveau lipides et tout. Et puis après, c'est réglé, hein, tu remets des glucides. Oui, Ça. oui. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça Ouais, qu'il bien faut sûr, ouais, c'est ça. regarder l'assiette de la personne. C'est pour ça que moi, en général, je donne toujours des plans à me remplir avant de faire le coaching avec moi pour que j'ai une idée en fait de comment la personne elle s'alimente. Si je vois que sur sa journée, il y a du miel le matin, des sneakers à Oui, midi, ouais, c'est ça. des jus de fruits, des machins, des trucs qui lui donnent des gros pics de glycémie et tout ça. Déjà, j'essaye juste avec une alimentation où on va enlever toutes les sources de sucre à IGO, tous les trucs pour voir ce que ça donne. Quitte à faire un HOMA avant de faire le coaching, de mettre en place des bons féculents, des sucres lents, tu vois, de mettre des charges glycémiques aussi à chacun des repas qui dépassent pas à peu près entre 10 et 20 de charge glycémique. Bon, ça, je l'explique aussi dans la formation Mincir avec ses hormones. Mais à partir du moment où on fait ça et après on refait un HOMA et on voit que c'est réglé, que ça va beaucoup mieux, que c'est descendu, je vois pas l'intérêt en fait d'aller faire un keto qui peut perturber les hormones et après aussi engendrer des troubles du comportement alimentaire parce que tu sais qu'il le dit aussi lui dans son livre. Il dit une diète cétogène au long cours n'est pas du tout recommandée et risquerait d'entraîner de manière tout à fait contre-intuitive des pulsions alimentaires pour les aliments sucrés, Ouais, bien tu sûr. vois, Bon, combien on a eu de difficiles, clientes comme ça? ouais, difficiles à contrôler. Et en fait, c'est contre-productif parce que du coup, tu t'es là pour éliminer le sucre et ça te fait des pulsions sucrées et tu manges encore plus de sucre et l'insuline monte encore plus haut. Donc c'est pas forcément adapté à tout le monde, hein. Après, je dis pas que tout le monde réagit comme ça, mais il y a pas mal de personnes qui ont ce type de réaction. Ouais, donc vraiment à utiliser intelligemment et pas comme ce qu'on voit aujourd'hui, que tout le monde fait du keto, se lance dans le keto de manière autodidacte en faisant un peu n'importe quoi. Donc déjà que nous, on n'est Oui. pas fan, alors en plus, si c'est mal fait. Bah, tu vois, ce qui est fou, c'est que là, dans son bouquin, il préconise à aucun des trois, en fait, de faire du keto. Ouais, Donc, on voit bien que finalement, le keto, c'est vraiment aller trop loin. Et pour moi, le keto, ça doit être utilisé vraiment à visée thérapeutique, sur du court terme, pour certaines personnes. Regarde le nombre de personnes sur YouTube qui s'est lancé dans le keto et qui ont arrêté et qui ont dit, on a vu les facteurs limitants. Il y en a plein, tu vois, et qui ont remis des glucides dans leur alimentation et qui se sentent vachement mieux, qui ont eu une espèce de lune de miel, hein, quand au début ils ont fait le keto, ils se sont sentis vachement mieux. Alors ok, si c'est des personnes qui ont mangé du sucre à tire-larigot, c'est sûr que quand tu te mets d'un coup à faire du keto, ça va mieux. Mais c'est pas, voilà, faut pas le donner à tout le monde et c'est pas la pilule miracle, le truc magique. Et on voit bien que même si, allez, si vraiment on est un E2, au final, ça va concerner quoi? 8% de la population, tu vois, ouais. qui Mais c'est pourront à peu intéressant, près le tolérer. c'est quand même intéressant parce que justement, ApoE est un des superbes indicateurs par rapport au métabolisme des lipides. Et au final, qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que très peu de gens peuvent faire un keto. C'est quand même rigolo. C'est que dans les E2, c'est 8%, et dans ces 8%, t'en auras peut-être Hmm. 2% des 8% qui pourront vraiment tenir sur un keto, donc ça fait très Ouais, ouais. peu. Qui auront vraiment cette Ouais. capacité génétique-là. Ouais, ouais. Mais en fait, toi, tu es E3, vu que c'est E4 qui sont plus avec une prédisposition par rapport à Alzheimer, est-ce que toi, t'es immunisé? T'as le totem? C'est quoi? Non, j'ai pas le totem d'immunité. Non, personne n'a vraiment le totem d'immunité. On va dire que vraiment les E4, c'est ceux qui ont le facteur génétique à plus haut risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et ça veut même pas dire que les E4 vont avoir Alzheimer. Tu vois, si ils arrivent en fait à avoir une alimentation
qui est bien équilibré, qu'ils ont une bonne gestion en fait de leurs déchets neuronaux et de l'inflammation, ils auront très peu de chances d'avoir Alzheimer. Mais ça ne veut pas dire que moi, à E3, ben, j'aurais pas Alzheimer, tu vois. Donc il suffit aussi que même moi, bah, je sais pas, hein, si tous les facteurs environnementaux sont pas alignés, mon alimentation, sommeil, stress, l'activité physique, le mode de vie de manière générale, bah, moi aussi, hein, je peux aussi activer en fait, ces prédispositions, mais voilà, c'est pas parce que je suis E3 que je vais avoir un totem d'immunité, hein. Faut Et, ju- aussi on doit préserver vraiment sa santé, quoi, hein. et justement, est-ce qu'on peut faire des choses au quotidien? Tu me parles de ça pour préserver sa santé cérébrale. Ah oui, alors après, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, on le répète et l'alimentation, c'est pour moi, c'est le pilier numéro un, hein. C'est hyper important parce que c'est quelque chose qu'on fait, 4 fois par jour, mettre des choses dans sa bouche, donc rien que de faire les bons choix de son alimentation, sans pour autant se prendre la tête et se dire: «Ah mais je suis quoi comme ApoE? Qu'est-ce que je dois manger?» et tout ça. Non, allez, je mange juste une assiette équilibrée, mange des bons féculents, voilà, mange des bons gras, mange, des bonnes protéines animales, peut-être, voilà, si tu as peur et tu as un doute, évite de faire trop de graisses saturées. De toute façon, trop de graisses saturées, c'est bon pour personne, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais déjà, juste avoir une assiette équilibrée, ça suffit largement. Des fruits rouges, des légumes, des féculents complets, des huiles de première pression à froid, de la bonne viande et du bon poisson et voilà. Et après, bon, bah, l'exercice, hein, forcément, hein, d'aller marcher, un petit peu tous les jours. Marcher après vos repas, bouger régulièrement, parce que ça a un effet, direct en fait, sur le cerveau et c'est pas bon en fait de rester sédentaire de manière générale. Le corps il est pas fait pour être sédentaire. Ensuite, c'est le sommeil, heu, voilà, d'avoir un sommeil de très bonne qualité, dormir suffisamment, au moins 7 à 8 heures par nuit. Après aussi, c'est, faire travailler, un petit peu son cerveau, tu vois? Par de la lecture, des relations sociales, des jeux, des activités, de l'apprentissage, enfin plein de choses. C'est important aussi de stimuler son cerveau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on le stimule plus, parce qu'on a des stimulants extérieurs avec le téléphone, avec, les réseaux sociaux, avec les ordinateurs et cetera, tu vois? Et on n'arrive plus, à penser par nous-mêmes, hein, même avec, tout ce qui nous arrive, l'intelligence artificielle et compagnie, hein, le cerveau, il sera quasiment plus sollicité. Donc c'est important, je pense aussi, de toujours, apprendre des choses, réfléchir par soi-même, tu vois? Faire, j'en sais rien, ce qu'on faisait là à Peracava là, c'était trop bien là, le truc là, mastermind, Enfin, tu vois? Pour réfléchir, c'est important de faire travailler son cerveau. Aujourd'hui, on le fait plus. Après il y a la gestion du stress. Avec la cohérence cardiaque, avec, les exercices de respiration de pleine conscience, voilà et puis, forcément, bah, et d'éviter, les écrans comme je disais tout à l'heure, hein, plutôt d'écouter nos podcasts, voilà, et puis de faire travailler son cerveau plutôt que d'emmagasiner, de l'information par l'extérieur, mais de réfléchir par soi-même aussi, c'est important. bah, je pense que ce qui serait bien, vu qu'il y a quand même beaucoup d'APO3, tu as l'air d'avoir retrouvé ton équilibre, est-ce que tu peux nous partager une journée type dans ton assiette, vite fait, de ce que tu fais sur le plan alimentaire? Bah, en fait, moi, déjà, ce que j'ai fait, au final, je me rends compte que mon e-book de recettes, il peut être adapté à 80 des gens, en fait. Hmm. Et mon e-book de recettes, dedans, il y a quasiment pas de graisse saturée, très, très peu. Il y a quelques jaunes d'œufs, des choses comme ça. Et en fait, je partage, des idées de recettes de petit déjeuner donc ça, c'est ce que moi je fais, hein. Moi je fais souvent des gâteaux et c'est pour ça que dans mon e-book de recettes, ou dans les personnes que j'accompagne, je fais faire souvent des recettes de gâteaux le matin. Déjà d'une parce que c'est trop bon et de 2 parce que c'est très digeste et ça donne de l'énergie, ça fait pas les pics de glycémie et ça nous fait pas dormir après le petit déj. Et aussi c'est hyper pratique parce que c'est des gâteaux qui sont faits, pour la semaine. Tu le fais une fois le dimanche et toute ta semaine, tu es tranquille, tu as tous tes petits déj. Donc moi, mes préférés, c'est, dans le e-book de recettes, celui que je fais quasiment tous les jours. C'est le gâteau à l'avoine et à la myrtille. Alors après, encore une fois,
c'est à adapter. Moi, là, j'ai donné pour une femme, on va dire, voilà, qui va manger entre 1800 et 2000 calories par jour. Une femme qui a une activité normale, qui est pas, voilà, comme moi je vais faire, parce que moi je mange quand même beaucoup plus. Mais une femme qui va être active, qui va avoir son travail, qui va faire ses pas, qui va s'occuper de ses enfants, etc. C'est les besoins qu'elle va avoir en moyenne. Dès qu'elle va mettre une activité physique en place, qu'elle va faire bouger un peu plus, faire du sport, on pourra augmenter ses calories entre 2000 et 2300 et après elle pourra ajuster ses recettes. Elle peut les augmenter, tu vois. Moi, ça, c'est ce que je fais tous les matins. Après, en général, je prends une collation toujours après mon sport. Donc là, la collation, elle n'est pas forcément indispensable pour tout le monde. Si vous avez une grosse activité physique le matin ou si vous prenez votre petit déjeuner, par exemple, à 5 heures du mat et qu'après, vous avez votre repas de midi qui est vers 13 heures ou 14 heures, c'est sûr que là, c'est bien de prendre une collation. Mais si vous déjeunez à 7 heures du matin, vous faites pas d'activité, vous êtes au bureau assise toute la journée, inutile de prendre une collation ou alors peut-être quelques amandes ou quelques noix, voilà, histoire de casser un petit peu de redonner un petit peu d'énergie. Et si vous mangez à midi, c'est inutile de prendre une collation, de rajouter du sucre alors que vous n'avez pas bougé vos fesses, quoi. Et après, moi, mon repas de midi, en général, c'est toujours à peu près la même chose. C'est une source de protéines animales. En général, c'est toujours de la viande, des viandes blanches de préférence le midi. Je vais mettre une bonne part de légumes. Ça peut être des haricots verts, des cœurs de palmier, de la betterave, des carottes, Heu, voilà, des asperges, voilà, tous les légumes, que j'ai, j'essaye, de faire des légumes de saison. Après, je vais prendre, une bonne part de féculents parce que moi, je fais beaucoup d'activités le matin. Donc, là, encore une fois, je vous ai fait plein de recettes aussi, pour le midi. Des idées de recettes, il y a un peu de tout. F Vous verrez qu'il y a rien d'interdit, en fait. On peut manger, moi, j'aime bien faire des plats comme ça, mais après, si vous aimez faire des recettes, on peut se faire des cakes au thon, on peut se faire des pizzas, on peut se faire des burgers, on peut faire plein de choses et ça reste, équilibré. Moi, j'ai fait en sorte, en fait, que si vous prenez Heu, une recette, en fait, le matin, le midi, la collation et le soir, dans mon e-book, en moyenne, vous arrivez sur une journée entre 1800 et 2000 calories et c'est ce qui est préconisé à peu près pour une femme. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce e-book, pour que tout le monde puisse à peu près s'y retrouver. C'est sûr que si, on veut des choses un peu plus précises, heu, il vaut mieux, bah, du coup, calculer. Là, le truc, c'est que tout est calculé déjà pour vous, donc c'est pratique. Ensuite, moi je vais toujours mettre un bon filet d'huile d'olive ou alors ça va être des avocats ou des olives, enfin peu importe des oméga 9 de préférence et ensuite, après moi je reprends une collation. Ça, je le conseille à tout le monde quand même de prendre la collation De à 4 l'après-midi? heures, Ouais. ouais, de l'après-midi, comme les enfants en fait. Parce que ce que j'ai pu voir au travers de mes accompagnements et mes coachings, quand on fait pas la collation, souvent le soir on va se jeter sur, le repas du soir, on va surmanger et c'est pas forcément une bonne chose de trop manger le soir. Alors je dis pas qu'il faut manger juste une soupe et une pomme ou un yaourt et une pomme, ça c'est de la connerie aussi, parce qu'on a quand même besoin, de s'alimenter le soir, vu qu'on va partir dans un jeûne pendant toute la nuit. C'est quand même important d'avoir, des calories. Donc moi, ma collation, en général, je fais toujours aussi un gâteau. Après, j'ai mis plein de recettes différentes. J'ai mis des glaces, on peut se faire des glaces l'après-midi quand c'est l'été. On peut se faire un gâteau. J'ai mis un brownie, par exemple, enfin voilà, on peut se faire plein de trucs, on peut se faire plaisir. Ça peut être aussi, un produit laitier, par exemple, pour ceux qui tolèrent les produits laitiers avec des fruits et des oléagineux, enfin bon bref. Une collation équilibrée avec toujours les 3 macronutriments. Donc, de toute façon, vous regardez mes recettes, à chaque fois, il y a toujours les 3 macronutriments, protéines, lipides, glucides. En fait, si vous respectez ça, si vous faites ça tout le temps, que vous n'avez pas des repas qui sont déséquilibrés ou des repas, oui, qui contiennent que des protéines et des légumes ou des repas qui contiennent que des glucides, c'est là, en fait, où on va déséquilibrer le corps et où on va avoir, soit des problèmes de fatigue, soit des problèmes de prise de poids, voilà. Où on va avoir du mal aussi peut-être à construire de la masse musculaire. C'est pour ça que c'est important, d'avoir quand même un œil dans les macros et quand vous n'y connaissez rien du tout, ce que je peux tout à fait comprendre, vous avez juste à suivre les recettes et c'est tout. Et le soir,
En général, moi je préconise plutôt des protéines légères le soir. Alors ça peut être du poisson, ça peut être du tofu, ça peut être encore de la viande blanche pour ceux qui ont un feu digestif qui est un peu plus fort. On met toujours des féculents et surtout le soir. Moi je suis à l'inverse en fait, de ce que préconisent, certains nutritionnistes et diététiciens parce que moi je trouve que les glucides le soir, ça aide à dormir, c'est apaisant. On a un meilleur sommeil, on a un meilleur équilibre de manière générale. C'est pas parce qu'on fait pas d'activité, le soir qu'il faut supprimer les glucides. N'oubliez pas que votre activité onirique, votre sommeil, vous faites des rêves et cetera. Votre cerveau marche pendant la nuit et tous vos organes, ils fonctionnent aussi pendant la nuit, ils se mettent pas à l'arrêt, hein. Vous avez pas un bouton off. Donc, vous avez besoin en fait, de continuer à alimenter votre corps et votre cerveau, pour pouvoir, passer, ces, 10-12 heures de jeûne, dans la nuit. Et après, alors ça, c'est propre à moi et à mes objectifs et à ma quantité de calories que je consomme. Je mange encore un autre repas. Moi, en fait, j'ai 6 prises alimentaires. Je dis pas de faire ça, hein, parce que voilà, c'est vraiment propre à moi. Il y a très peu de personnes avec qui je fais prendre 6 prises alimentaires. En général, en moyenne, les personnes que j'accompagne et ce que je préconise, c'est toujours 3 repas principaux et une collation. Ça, c'est le minimum pour moi. Des personnes qui font un peu plus de sport, je leur ajoute une collation à 10 heures et des personnes qui sont très, très sportives, comme toi et moi, où vraiment on a beaucoup de calories à placer. Du coup, je préconise aussi de faire un repas avant d'aller dormir. Mais, moi, le repas que je fais avant d'aller dormir, il est très léger, il est très facile à digérer et après, voilà, en général, je vais pas faire un gros repas, qui est long à digérer parce que c'est pas très bon de s'endormir, tout de suite après un repas lourd, et difficile à digérer. Donc voilà à peu près, ma journée type. Niveau calories, là, en fonction de mes objectifs, là, je suis, à peu près entre 2005 et 2007 en moyenne, à l'instant T où je vous parle, parce que les choses évoluent, mes objectifs évoluent. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi avec, mon petit souci de dos, je peux pas m'entraîner comme avant, donc je peux pas manger autant que je mangeais à un certain moment ou quand j'étais en prise de masse. Donc là, on va dire que mon équilibre, je le trouve, quand même assez bien aux alentours des 2 700 calories pour l'instant, à l'instant T. Ok, ça marche, super nickel. Et en termes de compléments, parce que c'est pareil, on reçoit toujours plein de messages. Qu'est-ce que tu prends comme complément, Céline, etc. Qu'est-ce que toi tu prends? Qu'est-ce que tu penses qui serait bien pour ApoE3? Alors, ApoE3 et pour beaucoup de personnes, les oméga 3, moi j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment, un complément qui est génial et je trouve qu'on ne mange pas assez de d'oméga 3 dans son alimentation de manière générale. Les poissons gras et cetera, on n'en mange pas assez. Donc et surtout pour des profils, qui ont tendance à avoir, une inflammation facile ou de la cellulite ou de la difficulté à perdre de poids, prendre des oméga 3, ça peut être, vraiment une super aide. Donc ça, c'est vraiment ce que je préconise. Voilà. Le plus important, c'est qu'ils soient de bonne qualité et moi, j'aime prendre les oméga 3 de NutriPure parce que c'est vraiment, ceux qui sont de la meilleure qualité et ceux que je tolère le mieux aussi au niveau digestif parce que j'en ai eu pris pas mal par le passé et en fait, ça me provoquait des remontées. J'ai beaucoup de personnes, qui m'ont dit ça aussi, assez régulièrement, qu'il y avait des remontées ou des goûts, tu vois, d'huile de Des poisson relents de poisson, qui quoi. des relents de poisson, voilà, qui remontaient et que c'était pas agréable du tout. J'ai connu ça aussi et c'est vrai qu'avec les NutriPure, j'ai pas ça du tout. Un autre point important et je le répéterai à chaque fois, alors je sais peut-être, il y en a certains qui disent: «Mais oui, c'est bon, tu nous l'as dit», mais j'ai tellement de personnes qui me disent: «Ah ben je le savais pas», que je préfère le dire quand même, il faut les garder au frigo. Les oméga 3, ça se garde au frigo. Toutes les compléments alimentaires que vous avez à base d'huile, que ce soit la bourrache, l'onagre, les oméga 3 ou la Q10, enfin peu importe, c'est hyper important de les garder au frigo. Ensuite, je mettrais en deuxième le magnésium parce que bon, honnêtement, on est tous carencés en magnésium et faudrait tous en prendre et à l'année, hein, voilà.
Ça va réduire déjà la fatigue et bon fonctionnement du système nerveux. On crame vraiment énormément de magnésium parce qu'on est stressé du matin au soir dans notre société, et encore plus quand on fait du sport. Donc vraiment, ça, c'est à prendre tout le temps et à l'année. Après, ce que vous pouvez prendre aussi, c'est le multivitamine. Il est vachement bien parce que, bah, il y a 12 vitamines et 5 minéraux, donc ça peut être vachement bien aussi pour combler les carences, pour soutenir l'énergie et cetera. Donc on peut en faire des cures, on peut aussi le prendre à l'année, hein, ça, il y a aucun problème. On peut rajouter aussi la vitamine C. Moi, c'est vrai que dans le multivitamine, il y a déjà de la vitamine C, mais elle est très faiblement dosée, donc moi, je prends toujours de la vitamine C à côté. La vitamine C, c'est une super vitamine et surtout quand vous faites une activité physique, c'est important aussi d'en prendre et on n'en a pas suffisamment aussi dans notre alimentation. Déjà, notre alimentation, elle est carencée en vitamine C. On mange souvent, bah, très peu de fruits qui sont riches en vitamines. Il faudrait manger, 1 ou 2 kiwis minimum tous les jours, pour avoir, suffisamment de vitamine C et voilà, mais pour le système immunitaire, c'est hyper bien. Pour des personnes qui sont malades, très souvent ou qui ont un système immunitaire qui est très faible, ça peut être bien aussi de se complémenter en vitamine C. Quand vous êtes, malade aussi, par exemple, quand vous avez un rhume ou quand vous avez, des problèmes ORL, c'est bien de se booster en vitamine C et d'en prendre un peu plus, 1 à 2 grammes par jour. Alors là, les gélules de NutriPure, elles sont dosées à 500 milligrammes, ou 750, je sais plus à combien elles sont dosées exactement. Mais voilà, on peut prendre jusqu'à 2 grammes par jour, voire 3 grammes sans aucun problème, si, on est dans une période où, on veut soutenir son système immunitaire. Après, on va avoir des plantes adaptogènes. Alors, il y en a certains qui vont y réagir, d'autres moins bien. Par exemple, l'ashwagandha, qui est une super plante adaptogène qui va aider à réguler le stress et améliorer aussi la concentration et il y a aussi des résultats sur la perte de poids. Parce que comme on réduit le stress, on peut aussi, ça peut aussi énormément jouer sur la perte de poids. Alors l'ashwagandha, c'est une plante qui est assez particulière parce que c'est une plante qui va s'adapter. Donc soit vous êtes très stressé et la plante va vous relaxer et donc du coup va presque vous faire dormir et ça peut être bien de la prendre le soir. Soit vous êtes une personne qui est, complètement épuisée par le stress. Et du coup, vous avez besoin d'un coup de boost et la plante peut vous donner un coup de boost et dans ces cas-là, il va falloir la prendre le matin. Donc l'ashwagandha, c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment voir en fait l'effet que va vous donner la plante. Soit elle vous booste, soit elle vous calme. Donc en fonction, il faudra la prendre ou le matin ou le soir. Alors après, ce que je prends aussi, et qui a des propriétés anti-inflammatoires, c'est la curcumine. Je vous en parle, quand même assez régulièrement. Donc ça, moi, je le prends quasiment tout le temps à l'année. Alors ça dépend les quantités, hein. Des fois, je vais en prendre juste 1 ou 2 par jour et des fois, je vais faire des cures en fonction de mon taux d'inflammation. Si j'ai des douleurs, dans les articulations ou des choses comme ça. Moi, je trouve que ça m'a fait énormément de bien au niveau de mon système digestif. Pour des personnes qui ont un système digestif qui est enflammé, la curcumine, c'est magique. Après, je prends aussi la coenzyme Q10 sous forme de ubiquinol. Donc ça, c'est vachement bien aussi pour tout ce qui est production d'énergie cellulaire. Ça agit au niveau des mitochondries et ça agit aussi au niveau cardiovasculaire. Je trouve que depuis que je prends la Q10, ça agit aussi au niveau du vieillissement, hein, de manière générale, hein. Mais depuis que je prends la Q10, j'ai une meilleure santé cardiaque, je trouve. Mon cardio s'est vachement amélioré. C'est aussi Euh, un des points qu'on check souvent dans les marqueurs d'inflammation, hein. Donc, c'est souvent très bas, hein. On a remarqué quand même que c'est souvent bas chez les gens. Ouais, bah moi, quand j'avais fait ma prise de sang, la MAQ-10 était quand même assez basse, hein. Après, je prends de l'huile de bourrache. Ça aussi, je vous en parle assez souvent, hein. Alors, la bourrache, ça peut être très bien pour des personnes qui ont des problèmes de peau, d'acné. Voilà, c'est un acide gras qui est très puissant pour ça et qui peut agir aussi sur tout ce qui va être hormonal. Donc préménopause, ménopause, SPM, douleurs menstruelles, ça peut vachement aider en prise avec l'onagre. L'huile d'onagre aussi est très bien pour ça. Moi, c'est quelque chose là que j'ai décidé de prendre en fait à l'année
faire une transition douce vers la préménopause et vers la ménopause. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus, beaucoup d'études, donc ils préconisent de le prendre bah, tout le temps, justement pour faire un passage beaucoup plus en douceur pour nous les femmes. Après, si c'est juste des problèmes prémenstruels, des douleurs SPM, etc. C'est bien de faire une petite cure de 3 mois et après on n'est pas obligé de le prendre à l'année. Je pense que pour les femmes qui arrivent dans ces périodes qui sont délicates, ça peut vraiment être un soutien. Et ensuite, moi, c'est le collagène aussi que je prends à l'année, qui me fait vraiment beaucoup de bien. Je pense qu'à partir de 30 ans, on peut commencer à se complémenter en collagène, peut-être 10 grammes par jour, ça suffit largement. Et après, passer 40, 50, augmenter un petit peu les doses, 15, 20. Moi, je prends 20 grammes parce que c'est vrai que je fais beaucoup de sport aussi. Et comme ça soutient énormément la santé articulaire et la régénération des tissus de manière générale, c'est vrai que moi, j'en prends 20 grammes et ça agit aussi au niveau de la peau, du vieillissement, enfin de plein plein de choses. Il y a eu quand même pas mal d'études et de choses qui ont été faites là-dessus. Quelle forme prendre? Est-ce que on prend le bovin ou le marin? Moi, j'ai une meilleure tolérance au bovin. Je trouve que le bovin agit beaucoup mieux sur moi que le marin. Voilà, après ça, c'est personnel, mais si vous trouvez des bons effets sur le marin, vous pouvez aussi prendre du marin, mais moi, je préfère personnellement le bovin. Voilà. Et toi, tu me disais que la créatine marche vraiment bien chez toi. Est-ce que tu crois que pour APO3, il y a des bénéfices? Bah, je pense que oui. Alors, tu sais, ils disent qu'il y a un faible pourcentage de la population qui ne réagit pas à la créatine. Hmm. Alors, est-ce que ça aurait un rapport avec les ApoE? Ouais, c'est marrant. Heu, c'est peut-être le cas, en fait. Moi, je trouve, en tout cas, en étant APO 3, je réagis très, très bien à la créatine. Heu, je donne rarement, ce complément, je le conseille rarement dans mes coachings parce que c'est rare que j'ai des personnes, qui fassent du sport, à haut niveau, hein, voilà. Là, j'en ai, 2 ou 3 à qui je l'ai préconisé, qui font vraiment du sport, pour prendre de la masse musculaire et cetera et qui m'ont dit, vraiment: «Je vois la différence, en prenant de la créatine». Ça n'a rien à voir au niveau, de la récupération et de la force de manière générale. Mais il y a tellement de bienfaits, en fait, à la créatine, parce que c'est vrai que souvent on parle, dans le milieu sportif, hein, mais il y a quand même, des bénéfices aussi sur, le stress, le sommeil, sur, tout ce qui va être, mémoire, concentration, résistance mentale à la fatigue mentale, tu vois? Pour des personnes qui préparent des concours ou des choses comme ça, tu vois? Il y a aussi, il y a pas que les muscles en fait, hein. Il y a aussi, tout un travail cérébral. Après tu as un bénéfice aussi sur l'énergie cellulaire, sur l'ATP, parce que la créatine en fait, va te donner plus d'énergie disponible. La prévention du vieillissement musculaire aussi, tu vois? Plus tu vas prendre de l'âge et plus tu vas perdre de la force et de la masse maigre et en fait, quand la créatine va aider à préserver ça, va aider à préserver ta masse maigre et va aider en fait à ce que tu aies beaucoup plus de force même avec l'âge. Ouais, ça Et ça va limite la ré sarcopénie, en fait, aussi. Faut le exactement, voir ouais, comme ça. ouais. C'est tellement incroyable comme complément. Et en fait, plus la science avance et plus il y a des recherches qui confirment ses bienfaits avec la créatine. Je pense même aux végétariens. Les végétariens, ils devraient prendre de la créatine. Mais Ils l'ont pas. carrément. Tu vois, c'est bête. Ah beh, oui, 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 c'est une source que tu n'as pas du tout en fait, Ah ouais, en et étant et végé, et quoi. et moi, par exemple, tu vois, qui mange pas beaucoup de graisses saturées, pour les ApoE 3 ou les ApoE 4 qui mangent pas beaucoup de graisses saturées, ils mangent pas beaucoup de viande rouge. Donc Eh en oui, fait, peut-être on aurait intérêt, à manger, enfin à prendre à se complémenter en créatine. Alors ouais. si on est des personnes, où on mange, on est carnivore et on on mange énormément de viande rouge et tout, on a notre dose de créatine, tu vois? Mais la plupart du temps, les gens n'ont pas leur dose de créatine. Tu imagines, je crois que c'est 1,4 kg de viande rouge qu'il faudrait manger pour avoir sa dose de créatine journalière. Hmm, c'est C'est dingue. énorme. Mmh. Ouais. Ok.
Donc, bon, bah voilà, comme ça, tu as fait ta liste de compléments et ça répond à toutes les questions qu'on peut avoir à chaque fois sur le sujet. Et d'ailleurs, tu nous as pas parlé de où est-ce que tu l'as fait, ce test? Comment tu l'as fait? Comment tu as trouvé le labo et tout ça? C'était facile? Non, c'était pas simple parce que en France, ils le font pas déjà. Les médecins, je crois qu'ils n'ont même pas le droit de te prescrire parce qu'il faut une prescription médicale en fait pour pouvoir le faire. Donc moi, je me suis rapprochée du staff de Georges Mouton justement pour savoir où on pouvait faire ça parce que c'est lui qui en parle énormément. Donc j'ai envoyé un mail en fait à son équipe qui m'a répondu gentiment la procédure à suivre pour faire le test à POE. Donc du coup j'ai fait faire une ordonnance. Bon après on peut faire une ordonnance par n'importe qui, un naturopathe. Alors la prescription ça s'appelle Panel 4 en fait parce que il fait ah oui mais c'est vrai qu'on a parlé que de la POE mais j'ai fait quatre trucs différents. Parce qu'en fait, il teste donc l'ApoE, qui est un test génétique. Ensuite, il va tester l'amylase salivaire, c'est-à-dire notre capacité à manger des glucides euh, et à bien métaboliser les amidons. En fait, plus on a de copies d'amylase et plus on peut manger des amidons, donc des pâtes, du riz, des pommes de terre et compagnie. Donc ça, c'est aussi ce qui peut nous donner, nous faire descendre le pourcentage de glucides qu'on peut tolérer ou manger. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait mon test aussi sur le lactose. Donc là, il te teste si tu es intolérant génétiquement au lactose. Donc c'est mon cas, hein. Finalement, j'ai pas été trop surprise parce que je le savais, hein, que je tolérais pas du tout les produits laitiers. Et ensuite, il nous fait tester aussi notre conversion T3, T4 avec la DIO2. Voilà. Donc moi, je suis un bon convertisseur. J'ai pas eu de problème avec ça. Euh, Donc, à partir de là, on fait prescrire au médecin un panel 4. Cette ordonnance, on l'envoie au laboratoire en Belgique. Et ensuite, il nous envoie un kit à la maison avec un petit goupillon qu'on met dans la bouche. On renvoie tout ça au laboratoire et ensuite on a le test un mois ou 2 mois après et pour la modique somme de 300 euros. Donc, C'est il n'y a pas pas donné. besoin de faire une prise de sang. Non, 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 c'est un test salivaire en fait. Ok. 300 € pour ça. Voilà, 300 euros pour ça. Concrètement, est-ce que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent ou à des clientes que tu peux avoir de faire ce test-là? Non, honnêtement, non. Il y a des tests beaucoup plus intéressants à faire avant ça, qui peuvent déjà beaucoup plus m'aiguiller sur pas mal de choses. De toute façon, moi, je fais pas faire des tests si j'ai pas de résistance. Si tout se passe bien, si le métabolisme répond bien, je vois pas pourquoi je ferais des tests. Et puis, j'ai tellement l'habitude maintenant, tu vois, avec les questionnaires que je fais, j'arrive presque à déterminer, tu vois, la peau de la personne. J'arrive à déterminer en fonction des questionnaires, qu'est-ce que je vais donner en pourcentage en macronutriments, tu vois. C'est à force d'avoir eu des personnes en coaching, à force d'avoir fait des tests, d'avoir essayé des trucs, etc., j'arrive à déduire. C'est rare en fait que je me dise, ah, bah alors là, lui, je sais pas du tout à quoi il tourne, tu vois. C'est quand même assez rare. Les seules problématiques que je vais avoir, où vraiment là, je renvoie et je délègue, c'est quand j'ai des gros problèmes digestifs, tu vois. Hmm. Là, quand j'ai des gros problèmes digestifs, ou vraiment que je vois que même les régimes FODMAP, même quand on va faire des évictions alimentaires, même quand on supprime le gluten, les produits laitiers, le ci, le là, il n'y a rien qui fait, j'ai aucun changement. Là, je renvoie direct. Et là, même si vous vous écoutez et que vous avez des problèmes digestifs et que vous tournez en rond, je vous mets un lien sous la vidéo, faites un test pour voir, faites un quiz. C'est un quiz pour savoir si vous avez un SIBO. Et je vous renvoie aussi vers la vidéo que j'ai faite. Si on peut mettre le lien aussi sur la vidéo sur le SIBO. Donc ça, c'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec les APOE, hein, d'accord? Mais si vous avez des problèmes digestifs ou des trucs qui ne partent pas depuis des années, et que vous avez tout essayé, toutes les alimentations possibles, que vous avez été voir plein de thérapeutes, plein de médecins, plein de machins, c'est possible que vous ayez un SIBO. Voilà, j'ai pas mal de personnes avec qui j'arrivais pas.
et j'ai renvoyé vers le quiz et en fait, il s'est avéré qu'il y avait un SIBO. Et comme moi, je ne traite pas le SIBO parce que c'est vraiment une pathologie particulière, je délègue ça à Isabelle avec qui j'ai fait une interview qui est absolument géniale et qui peut vraiment vous sauver la vie. Non, c'est pas dans votre tête. Si vous avez des problèmes digestifs, il faut s'en occuper et c'est probablement un SIBO. Voilà. Donc, tout ça pour dire que moi, les tests, je préfère aller faire un test SIBO ou faire certains tests de mutation génétique pour voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais ça, j'arrive très bien à me débrouiller sans, honnêtement. Hmm. Ça marche. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais, on a fait. J'ai fait que de te poser tes questions et j'ai pas donné mon avis. T'as vu, Ah j'étais bah, sage. alors, tu peux donner ton avis si tu veux, toi. Non, mais de l'extérieur, parce que toi, tu m'as regardé faire mon test, tu t'es un peu Ouais, ouais, foutu de moi. ouais, Tu ouais. m'as dit, bah vas-y, va faire ton test et machin. Et alors, toi, tu peux en déduire quoi finalement de tout ça? Alors, bah, moi déjà, je trouve que c'est super intéressant le fait que la science avance dans ce sens et qu'elle justifie le fait qu'on est tous différents et qu'on a tous des Prédisposition. prédispositions, etc., que ce soit sur le plan génétique, métabolique. Donc ça, franchement, c'est trop chouette. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans une de nos dernières causeries, ça donne aussi de la crédibilité à notre travail sur le fait qu'on a tous des profils différents et sur l'individualisation de la nutrition. Donc voilà, je pense que ça peut éventuellement être une pièce du puzzle à ajouter à un panel de travail. Donc super. Après, c'est pareil, je pense aussi qu'il y a des gens peut-être chez qui ça peut faire un peu peur, tu vois, des gens qui ont Alzheimer dans la famille ou des choses comme ça. Il y a des gens qui fonctionnent très bien à la peur comme déclencheur pour mettre du sens dans ce qu'ils font. C'est un peu de la visualisation négative. C'est-à-dire que bah, ils vont se dire, ah bah tiens, mamie a eu Alzheimer, elle était pendant 10 ans dans un état déplorable. Je lui ai fait un test ApoE. Tiens, je suis ApoE4. Oh merde, euh, je vais me mettre à manger sainement à cause de ça. Voilà, ça peut être un déclencheur. Certaines personnes, on a tous une psychologie qui est différente. Donc ça, je pense qu'effectivement, pour ces cas-là, ça peut être intéressant. Maintenant, l'engouement qu'il y a autour de ça sur les réseaux, on le voit très bien. Le nombre de, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tous les jours, on reçoit un message quasiment, c'est quoi ton test APO? Dis-nous, on veut trop savoir et tout. Le nombre de vidéos qu'il y a autour de ça, la mode un petit peu autour de ça, honnêtement, je trouve personnellement, c'est que mon avis, mais je trouve que c'est complètement surcoté. Tu vois, Tu sais finalement, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ça y est, je vais enfin trouver la pilule magique et le régime idéal pour moi, tu vois. exactement. Non, mais je veux dire, il y aurait vraiment une différence incroyable. Genre, déjà, ce serait du un tiers, un tiers, un tiers. 33% de la population serait à peau 2, 33% serait à peau 3, 33% serait à peau 4. Ce serait un truc de zinzin. Et à peau 2, ce serait le mec qui peut tourner grave aux glucides. Tu vois, genre, il lui faut 60-70% de glucides et très peu de lipides. Apo 2, Apo 3, pardon, ce serait la voie du milieu, celui qui est flexible. Et Apo 4, ce serait le mec qui est full keto. Ouais, c'est Et il peut l'inverse, pas. mais bon, c'est pas grave, hein. Oui, non, voilà, c'est vraiment juste un exemple. Ouais, ouais. Là, ouais, je dirais, ah ouais, c'est game Ouais, changer, là, c'est le ouais, truc ouais, ouais, là, d'Apo. ouais, ouais. Allez-y, faites-le, le test. 300 euros, c'est même pas cher. Mais là, si tu veux, c'est 300 Non, parce euros. qu'il y a pas tellement de différence, en fait. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Tu vois, c'est Euh, pas marqué, marqué. Tu vois, là, en regardant les ApoE, je trouve qu'il y a pas tant d'écart que ça, en fait, Bah, entre en les fait, trois. ça t'apprend. Déjà, tu as 80% de chances d'être flexible. Donc, bon, Oui, déjà, voilà. Ensuite, si t'es pas flexible, on te dit qu'il faut pas manger trop de sucre à IGO, trop de sucre transformé, bref, trop d'aliments transformés, et qu'il faut modérer les graisses saturées. Waouh, rien de neuf sous le soleil, en fait. Tu vois, Euh, c'est une découverte incroyable. Il faut pas manger trop de sucre. Ah bon, mais incroyable. Franchement, je tombe des nues. Heureusement que j'ai fait mon test à peau. Tu vois, je veux dire, on le sait. Et après, oui, effectivement, pour les graisses saturées.
savoir si je peux manger 4 ou 5 œufs plutôt que vaut mieux que j'en mange un ou deux par jour. Euh, voilà. Bon, je pense que si les personnes s'écoutent un petit peu, elles auront la Et ouais, réponse. Ça vaut peut-être c'est ce que j'allais dire. ça vaut peut-être pas 300 euros. Et en plus, la plupart des gens sont un peu ric-rac financièrement et tout. Vaut mieux à ce moment-là investir dans un véritable bilan complet avant de faire ce test-là. Bah tiens, où en sont mes oligo-éléments, mes vitamines, mes minéraux? Où en est ma biochimie des glucides? Voilà, là c'est pertinent. Où en est ma T3, T4? Est-ce que je convertis bien tout ça? Et un bilan hormonal. Ça, c'est à peu près 300-400 € de ta poche, parce qu'en France, on nous fait croire qu'on nous rembourse plein de trucs, puis en fait, dès qu'on veut demander des trucs spécifiques en prévention pour justement pas tomber malade, bah, c'est à nous de tout payer. Vaut mieux faire ça plutôt qu'un APOE. Et ensuite, le socle de la pyramide, là, on est juste dans de l'optimisation, hein. Ça, c'est le sommet de la pyramide, mais pour moi, le socle de la pyramide, ben, c'est le calcul des macros, en fait. C'est le calcul des macros, faire un protocole de test, mettre les mains dans le cambouis, apprendre à connaître son corps, et c'est la priorité à faire avant de faire quoi que ce soit et de dépenser de l'argent. Donc, c'est là que vous aurez les vraies infos. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus. Tu vois, c'est ah non, ça, j'ai pas envie, ça va me demander du travail, ça va me demander des efforts. Je préfère aller faire un test qui va me donner l'illusion de me dire comment je vais devoir manger. Et je vais encore une fois déléguer mes sensations, déléguer ma santé à l'extérieur. Alors que toutes les réponses, les infos, elles sont à l'intérieur. Regarde-toi, tu as eu ton truc, tu presque rien changé de ce que tu fais. T'as rien changé, ça n'a rien changé à ta vie. Ah non, là, j'ai rien. Bah oui, parce que je fais des recherches depuis des années et que je m'écoute beaucoup aussi, hein, donc. Exactement, parce que tu t'écoutes beaucoup, donc les infos, tu les as eues. Bah, C'est pas les le infos, test qui t'a mon corps m'a donné tu, les infos en tu fait, t'as hein, je me écouté, ouais. suis juste C'est pas écoutée. le Ouais. test qui t'a dit de faire ça et qui t'aurait dit de faire ça il y a 10 ans. Le seul Non, truc mais que ça ça. t'aurait dit, c'est fais pas un keto. Ouais, 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 mais ça, je le savais déjà, en fait, en ayant testé, hein. Mais Ouais, tu vois, ouais, il y a aussi ce côté essai-erreur qui te fait te mettre dans les bons endroits, tu vois. bien sûr, ouais. Je pense qu'il y a des personnes aussi. Le problème de certaines personnes, c'est qu'elles ne savent pas s'écouter, elles ne savent pas écouter les signaux de leur corps, Bien etc. sûr. Et il y a beaucoup de personnes qui s'enferment aussi dans des dogmes et qui, malgré les signaux de leur corps, continuent. Alors, je dis pas, je vous jette pas la pierre parce que je l'ai fait aussi, hein. Quand j'étais dans mon dogme de cru et tout, il y a tout mon corps entier qui me disait que ça n'allait pas, mais moi j'étais persuadée que c'était la détox en fait, hein. Et je Ouais, pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ancrées dans certains régimes alimentaires et qui veulent tenir bon pour, on va dire, rester dans le cercle des personnes qui font ça ou parce qu'ils sont en adoration du gourou en fait qui va dire de faire ça et qui veulent pas le décevoir. Parce qu'il y a quand même ce côté toujours un peu enfant-parent, tu vois. J'ai l'impression que les gourous en fait ils remplacent les parents. ouais, quand Que c'est pas l'État ou quand c'est pas le patron, c'est le gourou sur YouTube. C'est ça, ouais, ouais. Ils ont une certaine autorité et tu vois, si en fait, si tu fais pas bien le régime, tu vas te faire taper sur les doigts. Mais moi, c'était l'impression que j'avais, tu vois. Je me disais, oh mon Dieu, j'ai la police du cru qui va venir me voir parce que j'ai mangé un truc cuit, tu vois. Mais on est complètement débile hein, quand on est pris comme ça dans des dérives alimentaires. C'est limite sectaire. Et à ce moment-là, tu vois, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'écoute plus du tout les signaux de son corps. On est complètement à la merci en fait du gourou, de ce qu'il va dire, du prochain truc qu'il va dire, et des études scientifiques qui vont sortir, qui vont nous confirmer qu'on est sur la bonne voie, tu vois. Les études, elles sont faites la plupart du temps que sur des hommes, parce que les femmes, en fait, il y a trop de problèmes avec des femmes, parce qu'elles ont leur cycle, parce qu'elles ont ci, parce qu'elles ont là, parce que machin. Et donc, la plupart du temps, les études scientifiques, elles sont faites sur des hommes. Donc, nous, en tant que femmes, on va lire des études scientifiques qui sont faites sur le sexe opposé. Donc, on peut pas du tout s'y fier. Puis nous, avec notre cycle, avec plein de choses, tu vois, notamment, je pense au jeûne intermittent et tout ça, ouais, c'est bien pour des mecs, c'est bien, mais pour des nanas, ça peut faire des catastrophes, en fait. On n'est pas du tout foutu pareil. Au niveau du système hormonal et tout ça, on peut pas s'amuser à faire ce genre de choses, tu vois, sans en créer des problèmes. Donc, ouais, c'est... Oui, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, tu as une expérience qui revient souvent par rapport à la perte de poids, notamment, c'est l'expérience de la famine du Minnesota.
en 44-45, là, qu'ils avaient fait justement pour comprendre les effets de la famine et comment rétablir les personnes affamées, etc. Tu vois, et tu avais 36 participants dedans et c'était tous des hommes. Mm. C'était des objecteurs de conscience en bonne santé qui voulaient pas partir à la guerre. Donc voilà, ils ont dit bon bah je me sacrifie et ils ont fait une réduction drastique des calories et ça c'est avéré que bah, ils ont tous maigri et perdu du poids en réduisant les calories. Donc la déduction ça va être très simple par rapport à cette étude, ça veut dire que bah, arrête de manger ou mange très peu et tu vas voir que tu vas maigrir. Mm. Voilà. Mais par contre, bah, c'était que des hommes et c'était des gens qui étaient en bonne santé et qui n'avaient jamais fait de régime avant. Donc forcément, oui, c'est Ça vrai, marche. Mm. ça marche. Et il y a plein de gens encore. Moi, la dernière fois, j'écoutais une vidéo sur YouTube et le mec se disait, bah non, il y a eu Minnesota machin, regardez, il suffit de manger moins et vous allez perdre du poids. Si vous perdez pas du poids, c'est que vous n'êtes pas en déficit calorique, vous êtes des cons, quoi. Donc voilà, il y a certains facteurs limitants par rapport à tout ça aussi. Donc, c'était rigolo, je voulais rebondir là-dessus. Mais bref. Euh, Petit message de fin, c'est très bien, ça avance, on va pas cracher dans la soupe, ça va dans le sens dont on vous parle depuis des années. Par contre, gardez ou retrouvez votre souveraineté Souveraineté. alimentaire. C'est la base. Plutôt que de vous prendre la tête et de vous stresser, parce qu'on voyait, nous on est au contact, on est sur le terrain, donc on voyait des gens nous parler en message privé, on sentait la peur, le stress. Ah, mais mon apo, si mon apo, c'est pas ça, et que je fais mal les choses, tu te rends compte ce que je vais. Reprenez votre souveraineté alimentaire, franchement. Ouais. Faites des protocoles de Oui. test, mettez le nez Et dans ce que vous faites et apprenez à vous écouter, tenez un journal alimentaire. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent plus, ils ont pas le temps, ils n'ont pas envie de tenir un journal alimentaire, de faire le lien de causalité entre ce qu'ils ont mangé, comment ils digèrent, comment ils ont dormi. Ça leur prend la tête. Mais il y a pas d'autre taf, quoi. Il y a rien de mieux que ça. ça Sinon, vous devrait être allez. notre taf principal en fait, parce que Ah finalement, notre alimentation, c'est ce qui va diriger toute notre vie tous les jours en fait. ouais, ouais, c'est le carburant. Bah ouais, c'est notre carburant, c'est l'énergie qu'on va avoir dans notre journée, c'est les pensées qu'on va avoir dans notre journée, c'est les décisions qu'on va prendre dans notre journée. C'est hyper important en fait. Ça peut nous mettre dans des états dépressifs, ça peut nous faire prendre des mauvaises décisions dans notre vie, le fait de pas s'alimenter de la bonne manière. Donc je pense que c'est des choses qu'on devrait remettre vraiment au centre et après rester concentré sur vous-même. Parce que souvent, moi, on me dit toujours, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais j'en sais rien en fait, moi, parce que qu'est-ce que ton corps te dit? Tu vois, moi, souvent, c'est ce que je réponds. Et dans mes accompagnements et des coachings, moi, j'ai pas de solution toute prête en fait. Les personnes, Ouais. je les accompagne vers leurs sensations. Tu vois, je les aide en fait à déchiffrer leur corps, leurs sensations et comment elles fonctionnent. Je vais pas leur dire: «Tiens, toi, tu dois manger ça et ça». J'en sais rien en fait, moi, comment elle doit manger. C'est son corps qui va nous le dire au fur et à mesure du coaching, tu vois? Et ça va nous donner en fait, des éléments clés à savoir comment elle fonctionne et de dire: «Ah bah ouais, tiens, toi, regarde quand, j'augmente tes lipides, putain, ouais, ça fait un super effet, c'est génial et tout». Là, j'en ai une, tu vois, qui fait, 60 kilogrammes, je lui ai mis 90 grammes de lipides, tu vois? Bah, moi, je le ferai jamais sur moi parce que j'ai déjà essayé et ça marche pas, mais sur elle, ça marche du feu de Dieu, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Mais ça, on l'a expérimenté au fur et à mesure parce que moi, au début, je l'avais mise à 60 grammes de lipides, tu vois? Et puis, On c'est voyait écrit dans aucune étude scientifique, ça. Bah non, et puis on C'est de la voyait bien subjectivité. que son corps, tu vois, il y a des trucs qui n'allaient pas, ça réagissait pas bien, elle était stressée. Donc j'ai commencé à augmenter ses lipides et elle s'est sentie mieux. Et puis après j'ai dit: «Bah viens», vu que son poids il bougeait pas, je dis: «Bah viens, on essaye encore, on augmente». Le poids bougeait toujours pas, j'ai dit: «Bah vas-y, on y va quoi». Tu vois? Et puis j'avais plein de paramètres que j'analysais, tout le temps, que je regardais chaque semaine. Et comme ça, on en a défini, en fait, des macronutriments, tu vois? Mm, mm, Mais mm. je pouvais pas, dès le départ, lui dire: «Bon, écoute, toi, tu vas tourner à tant de lipides, tant de». Moi, avec le questionnaire, j'ai regardé, j'ai dit: «Bon, bah, tiens, elle, elle est plus à tourner là-dessus, on va essayer comme ça». Et au fur et à mesure, bah, on a pu y aller, mais vachement plus que d'autres profils, chez qui Ouais, ouais. je monte pas si haut, tu vois? Mais ça, c'est avec l'expérience et avec les essais, les erreurs, avec les datas, les données qu'on va avoir, on va pouvoir, prendre des décisions et avancer, tu vois? Ouais.
carrément. Non, non, mais c'est ça. Et je sais pas si un jour on aura une technologie ou quelque chose qui pourra nous dire un implant, j'en sais rien. Ah ouais, aujourd'hui tu dois manger tant de glucides, aujourd'hui tu dois manger tant de lipides. Ouais, il Je sais pas, disait qu'avec hein. le biohacking, maintenant, ils allaient réussir à nous mettre des trucs sur la peau et savoir en temps réel à combien était notre glycémie, machin, à quel moment il faudra manger des glucides. Ouais, ouais, il y a pas mal de technologies comme ça, hein. Ouais, ouais, écoute, on Mais verra bon. bien, mais on est pour l'instant, c'est pas le cas et je sais même pas si quand il y aura ça, moi je me fierai à ça, tu vois. Je me dis, Ouais, est-ce pour que ma l'instant, propre expérience ne restera pas au sommet ouais, bah, quand on réécoutera ça dans 10 15 ans, on se dira, putain, à l'époque, on était à l'époque des dinosaures, quoi. On savait Ouais, même pas ouais, comment fallait manger, tu te rends compte? c'est clair. On se posait des questions de combien de glucides et de protéines et de lipides on devait manger. Oh là là, mon Dieu. T'es C'était débile. au pif. Ouais, ouais, Ouais. bah, c'est ça, hein. Bref, bon, bah écoute, impec. On va conclure sur tout ça. En tout cas, c'est cool. On a toujours des bons retours sur les causeries. Ça nous fait plaisir. Là, on a repris depuis 2, 3 semaines. Ça fait super plaisir. On a parfois des remarques négatives, donc sachez que c'est pas un exercice facile que l'on fait, tout simplement parce que on essaye de vous donner des informations de terrain sur ce que on fait nous et aussi sur ce qu'il y a sur nos clients. Donc des fois, des remarques, on nous dit qu'on raconte trop notre vie. Voilà, ben, c'est pas un exercice facile parce que justement, on veut vous partager notre quotidien qui, je pense, est représentatif des problématiques et des challenges que vous pouvez rencontrer également. Je pense que ce serait super ennuyeux qu'on fasse des causeries où on récite un prompt qu'on a écrit juste avant et qui ne sortent pas des clous et que c'est juste de l'explication scientifique. Moi, j'arrive pas à écouter des podcasts comme ça m'ennuie. Pareil, où il y a trop de fioritures et où c'est trop téléphoné. Donc, on essaye de faire quelque chose d'ultra improvisé. Donc, voilà, apparemment, ça plaît pas à tout le monde. On veut pas qu'on raconte trop notre vie, chérie. Donc voilà, on ne changera pas, hein. Vous pouvez nous faire des remarques comme quoi on digresse, on s'égare, on raconte notre life, mais c'est comme ça, c'est nous, on est authentique et on ne changera pas. Voilà. Et en tout cas, merci pour votre fidélité et un grand merci à tous ceux qui trouvent qui apprécient le contenu de notre travail. Voilà. Bonne journée à tous. À bientôt. Ciao, ciao tout le monde.